Bonjour Philippe Descola, bonjour Alessandro Pignocchi, Bonjour. Bienvenue sur Lundi Soir, on est content de vous accueillir ici. J'aimerais bien commencer par une sorte de semi-hommage, en tout cas de partir d'une phrase, ou plutôt d'une réflexion de Bruno Latour, qui nous dit dans un des derniers textes qu'il a publié sur Groupe d'études géopolitiques, que nous serions dans une espèce de situation oedipienne, au sens d'Oedipe roi, c'est-à-dire une situation où le maître de la cité, le souverain, est en même temps la cause du mal, en même temps la cause de la peste. Et Bruno Latour nous dit, quand le prêtre vient supplier Oedipe de venir les sauver, il supplie en même temps l'ancien principe de légitimité qui n'est plus légitime, déjà. Et il appelle cela un interrègne. Il dit qu'en Europe, en ce moment, le Covid, la peste, la guerre aux frontières, et un certain nombre d'autres facteurs, la crise écologique, tout cela constitue un interrègne, c'est-à-dire l'ancien principe de souveraineté qui régissait jusqu'à maintenant notre État, notre manière de vivre, de penser, en somme la modernité, est en train de se déconstruire, de se détruire, de s'effondrer, pour laisser place à quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Et donc, ce que j'aimerais vous demander pour commencer, c'est un peu brutal, mais bon, est-ce que vous, Philippe Descola, Alessandro Pignocchi, vous vous sentez déjà dans une situation d'interrègne telle que le diagnostic de Bruno Latour? Et si oui, en quel sens et entre quoi et quoi? Moi, je me sens en situation d'interrègne depuis longtemps, parce que c'est au fond la situation normale de l'anthropologue, qui, comme moi, a passé une partie de sa vie avec des civilisations lointaines, hein, et qui ne s'est trouvé nulle part à sa place, ni dans la culture d'où il était parti, ni dans celle qu'il a accueillie pendant quelques années, et a fortiori encore moins dans celle qu'il retrouvait au terme de son séjour parmi des gens qui vivaient très différemment de lui. Donc l'interrègne, il est au fond constitutif de l'anthropologie, et il se trouve que cette situation individuelle, elle est maintenant partagée. À l'évidence, oui, nous sommes dans un interrègne, et l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait ce livre, c'est pour essayer de participer à la multiplicité de tentatives d'essayer de comprendre ce que c'est que cet interrègne et vers quoi il débouche. Mais c'est évident qu'on n'est plus, même si ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire ce mouvement de pensée et de pratique qui s'est développé en Europe il y a quelques siècles, qui a été la condition d'émergence du capitalisme et qui est fondé sur une séparation nette entre nature et société, même si ce mouvement est encore solide, si je puis dire, il présente des fissures, dans différents endroits, à la fois ceux qu'on évoque dans le livre dont on parle, mais aussi dans la création artistique, dans des mouvements politiques de toutes sortes. Mais cela dit, il est encore solide. Il se fissure, mais il n'est pas prêt de s'écrouler. Ouais, c'est ça la nuance, quoi. C'est qu'on peut à la fois complètement se sentir déjà en voie de sortie du naturalisme et des piliers qui le maintiennent en place, ou vice-versa, ou est-ce le naturalisme qui maintient un certain nombre de relations de domination, mais parce que là dans ce que tu nous expliquais, c'était la légitimité du pouvoir structurant, et donc là effectivement on sent qu'il est le niveau de délégitimation dans l'opinion est élevé, mais en même temps c'est si solide, et le discours je pense que c'est habituel que les dominants servent un discours qui leur convient, auquel eux-mêmes ne croient pas, quoi. Il y a le dans Terre et Liberté, il y a les exemples dans l'esclavage où les maîtres se présentent comme les pères protecteurs de leurs esclaves, et que le stade ultime de la domination, c'est quand les dominés sont obligés de faire semblant qu'ils croient au discours de légitimation des dominants, et donc peut-être qu'il y a quand même un jeu de dupes réciproque qui est habituel dans toutes les relations de domination, et donc là le fait que plus grand monde ne croit à la légitimité du pouvoir
n'implique pas nécessairement qu'on est sur le point de basculer vers autre chose. Malgré une forme de cynisme et d'hypocrisie mutuellement consentie, c'est quand même très solide, quoi. Du coup, le naturalisme est encore effectif au sens où il produit encore un monde dans lequel nous vivons, mais le travail d'anthropologue et ton travail d'anthropologue et de bédéiste contribue quand même à le relativiser en un certain sens. Et du coup, en quel sens ça participe de la mise à distance de cette forme de fabrication des mondes, de mondiation, l'anthropologie en particulier? Pour savoir ce qui nous menace, il faut identifier clairement la menace. Et donc, l'un des ennemis qu'on décrit dans ce livre, c'est précisément quelque chose qui est difficile à définir parce que c'est pas un ennemi de classe au sens direct, c'est une façon de voir, c'est une façon de penser, c'est une façon de composer des mondes. Or, rien n'est plus difficile que de décomposer une façon de composer des mondes. Elle peut en effet se dissoudre, se fragmenter, elle peut s'hybrider avec d'autres façons de composer des mondes, mais en tant que telle, c'est pas un ennemi qu'on va défaire en faisant des manifs ou des grèves. C'est un ennemi qu'on peut défaire en proposant des façons alternatives de composer des mondes. Et c'est finalement l'idée qui a animé ce livre et qui est issue de notre intérêt l'un et l'autre pour à la fois des luttes autochtones dans l'ensemble du monde qui pour certaines nous sont familières, et puis l'exemple de territoires alternatifs qui proposent effectivement autre chose, qui à partir d'une lutte contre le capitalisme sous sa forme la plus brutale et simpliste, pourrait-on dire, avec les grands projets d'aménagement et de destruction de milieux, essaye d'inventer des façons différentes d'être ensemble, d'échanger, d'être avec des non-humains au lieu d'être en surplomb, etc. C'est un mouvement assez long parce qu'il ne se résout pas aux alternatives de la révolution bourgeoise comme de 89 ou de la révolution prolétarienne de 17. Les ennemis sont moins... on les connaît, mais ils ne sont pas facilement identifiables à partir du moment où on se bat contre une certaine façon, au fond, de transformer les humains et les non-humains en objets taillables et corvéables à merci, et de leur dénier à la fois la puissance d'agir et puis une subjectivité propre. On a démarré un peu sur les chapeaux de roue, comme si tout le monde savait ce qu'était le naturalisme. Peut-être en 2 phrases, dire que donc c'est le rapport le rapport au monde sur lequel s'est constituée la modernité occidentale et qui repose sur une distinction nette entre la nature objet objectifié qui donc regroupe un ensemble d'êtres et de phénomènes mais qui sont donc soit de la ressource, soit des objets à protéger, mais dans tous les cas qui ne viennent à l'existence qu'à travers les fonctions qu'ils peuvent remplir pour les humains, et de l'autre côté la sphère du social, du politique et des affaires humaines. Et l'intériorité, le statut de sujet ne peut être que du côté des activités humaines, et tout le reste étant rejeté en groupe, malgré la diversité des entités que le concept de nature regroupe, dans la sphère des objets, quoi. Et disons, quand on fait partie de la grande catégorie de gens qui sont insatisfaits qui ne sont pas satisfaits par la forme qu'a le monde aujourd'hui et qui considèrent que ça mérite d'essayer d'être transformé, il y a plein de portes d'entrée pour essayer de plein de fils sur lesquels on peut tirer dans cette pelote on peut commencer, s'en prendre à différentes formes de domination et rentrer dans un questionnement sur les mécaniques possibles pour transformer quelque chose par plein de portes différentes, quoi. Nous, on choisit celle-ci, celle du naturalisme, en annonçant d'entrée que toutes les formes de domination sont liées, qu'elles ont souvent des mécaniques objectifiantes similaires, quoi. Le fait de priver un être de son intériorité, le transformer en objet, c'est quand même une stratégie classique pour pouvoir
justifier, construire des discours de légitimation pour pouvoir l'exploiter sans aucun égard, quoi. Et du coup, tout en posant d'entrée cet enchevêtrement dans les différents types de domination, on choisit cette porte d'entrée-là, parce que c'est notre trajectoire intellectuelle, quoi, mais évidemment on arrive assez vite au milieu de la pelote, et donc on se retrouve à questionner un ensemble de structures de la modernité qui vont bien au-delà du seul naturalisme. Mais disons, ça nous semblait avoir, pour plein de raisons, quand même une certaine pertinence de prendre ça comme porte d'entrée, et de dire voilà, on a depuis quelques siècles, l'ensemble la grande majorité de nos institutions et de nos subjectivités façonnées en retour par ces institutions reposent sur ce présupposé d'un statut d'objet attribué aux plantes, aux animaux et aux milieux de vie, sachant que dans ta question aussi, il faut distinguer les pratiques des discours qui théorisent ces pratiques. Enfin, c'est quand même classique de dire que disons, il y a un gros décalage entre la théorisation philosophique du naturalisme, l'animal-objet par exemple de Descartes, et les pratiques paysannes, les pratiques populaires où les animaux les plantes et les animaux se voyaient attribuer parfois une intériorité complètement à rebours de ce qui était théorisé tant par les philosophes que par les théologiens. Et du coup, et donc aujourd'hui aussi, disons, il y a plein de petits événements, de petites pratiques qui échappent aux naturalistes, où un petit éleveur qui a un nombre réduit de bêtes et qui est relativement, dans un premier temps, épargné par les impératifs économiques, peut se subjective, évidemment, souffre avec ces bêtes quand elles sont malades, les subjectives leur donnent des prénoms, et énormément de personnes comme ça ont des petites pratiques qui échappent au naturalisme. Mais néanmoins, ce qui façonne nos grandes institutions, ça repose sur cette distinction-là, et donc on trouve qu'on a essayé d'appuyer sur cette clé-là, sur cette porte d'entrée-là, en disant voilà, il serait temps, ça serait construire un monde nettement plus désirable et une issue avec des visées égalitaires et désirables pour tous de la crise écologique, si on pointe comme une des perspectives politiques de sortir les non-humains de la catégorie des objets inertes pour les faire rentrer dans la catégorie des sujets, c'est-à-dire tenter d'aller vers un processus d'institutionnalisation qui attribuerait une intériorité aux non-humains, et du coup une obligation de tenir spontanément compte de leurs intérêts, de leurs désirs, de leur point de vue sur le monde, de leurs perspectives. Et donc évidemment, la force de cette porte d'entrée-là, c'est qu'à partir du moment où on appuie là-dessus, tout le reste, tous les autres concepts et institutions qui structurent notre monde s'effondrent les uns après les autres, ne serait-ce que parce que en retirant le statut d'objet corvéable à merci aux non-humains, on démolit à la base le processus d'accumulation capitaliste. On ne peut plus puiser dans ces ressources-là. Et donc, je finis en une phrase, c'est ce qui nous importait un peu, c'était de dire cette idée-là ça serait vraiment chouette qu'on aille collectivement vers une subjectivation des non-humains. C'est une idée qui se diffuse, qui fait partie de ces affects collectifs qu'on sent qui commencent à travailler, pour l'instant, relativement à bas bruit les subjectivités, mais quand même de façon assez massive. Et il y a tout un tas d'intellectuels qui travaillent ce changement de sensibilité-là, sauf que pour l'instant, les conséquences institutionnelles, si on voulait donner une expression institutionnelle à cette transformation de sensibilité, c'est relativement peu discuté, quoi. Alors que c'est pas dur, quoi. Si on prend cette idée-là, en subjectivant les non-humains, il y a des multiples conséquences qui émergent immédiatement, et c'est ces conséquences-là qu'on avait envie d'expliciter un peu plus que ce qui est fait pour l'instant, quoi. Quand on lit votre entretien, c'est je trouve un très bon manuel, une très bonne introduction tant à l'anthropologie de la nature, celle de Descola, la vôtre, ou qu'à même l'anthropologie anarchiste, qui est souvent présente, Graeber et James C. Scott. Ce manuel, en un certain sens, il met en œuvre aussi un certain nombre de techniques ou de tactiques d'attaque du naturalisme qui ne sont pas frontales, pas forcément frontales. C'est-à-dire, vous n'allez pas accuser le naturalisme forcément droit dans les yeux. C'est difficile de regarder dans les yeux. Voilà, c'est difficile de regarder dans les yeux. Et du coup, quelles sont vos stratégies plus obliques, du coup, pour... j'imagine que la relativisation du naturalisme en fait partie, mais est-ce que vous pouvez expliciter un peu vos techniques méthodologiques pour l'attaquer ? Alors, il n'y avait pas de planification stratégique au départ. Elle est venue ensuite, on a entamé un dialogue
assez à bâton rompu, au fond, qu'on a enregistré et transcrit, et qu'on a complété ensuite là où il semblait qu'il fallait des précisions, des éclaircissements, des choses comme ça. Mais l'idée de faire un dialogue de ce type, et surtout qui soit illustré par les dessins d'Alessandro, ça avait un côté, j'allais dire, un peu accrocheur, c'est-à-dire on voulait faire passer des questions qui sont au fond assez compliquées, puisqu'elles naissent d'une conceptualisation du monde social et humain et des rapports entre humains et non humains qui est née de l'anthropologie, mais on voulait le faire passer à un public plus large. Et donc il nous a semblé que c'était sous la forme d'un dialogue qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait rendre compte au fond des mérites de l'anthropologie, mais de l'histoire aussi, pour mettre à distance des choses qui nous paraissent évidentes. Au fond, on est même quand on est révolté par la situation présente et qu'on lutte contre elle, on est néanmoins à l'intérieur d'un bocal qui semble à la plupart des gens complètement naturel, justement. C'est qu'ils ont été élevés là-dedans et ils voient mal comment en sortir autrement que par des solutions classiques qui sont soit des luttes territorialisées, locales, soit dans certains cas une vieille recette léniniste qui est la transformation complète révolutionnaire et par disons une avant-garde du prolétariat qui aboutirait à une dictature du prolétariat et au dépérissement de l'État, donc une recette qu'on connaît bien, disons, depuis longtemps, enfin, auquel j'ai adhéré dans ma jeunesse, lutter contre cette au fond une manière de voir les choses, une manière d'être au monde qui est le naturalisme, c'est beaucoup plus difficile, et pour ça il faut quand même identifier par contraste, et c'est en cela que l'anthropologie est un recours, identifier par contraste en quoi consistent précisément les automatismes intellectuels du naturalisme par rapport à d'autres façons de voir les choses, et c'est pour ça que on mobilise non seulement l'anthropologie, mais l'anthropologie anarchiste, parce que effectivement, Graeber et Wengrow, dans leurs livres, au commencement, ont beaucoup utilisé cette ressource qui me paraît très utile, c'est-à-dire au fond de déconstruire les grands récits évolutionnistes qui rendent quasiment inévitable, y compris pour des gens cultivés, une sorte de succession d'étapes et d'états de la société qui aboutit à la situation présente comme étant au fond la fin inéluctable d'un grand mouvement qui a commencé dès le Paléolithique, et on sait très bien maintenant que au contraire c'est encore une fois le mérite de l'anthropologie, de l'archéologie aussi et de l'histoire que de montrer que l'histoire de l'humanité a été une série... D'abord, il n'y a pas d'histoire de l'humanité, au fond. Il y a des multiples trajectoires historiques dans des circonstances qui sont toujours singulières, mais qui ont toujours abouti à des choix possibles, à des foisonnements d'alternatives, et qu'il n'y a donc pas une sorte de voie royale dont nous serions l'aboutissement. Et donc c'est un moyen aussi pour essayer de lutter contre le fait que le naturalisme est inévitable. On aurait pu... C'est un peu un hasard que nous soyons naturalistes. Au fond, le naturalisme... Il est né, j'essaie de le montrer dans les images d'abord à la Renaissance, et ensuite il a été thématisé par, tu citais tout à l'heure Descartes, par les grands philosophes et les savants au XVIIe siècle, au moment de la révolution scientifique et épistémologique, sans être partagé, comme tu le disais aussi, par tout le monde, puisque encore maintenant, au fond, c'est un cadre général qui a été dessiné par quelques grands esprits et qui a eu pour conséquence, en particulier au siècle suivant, au XVIIIe siècle, des révolutions libérales, ce mouvement d'accomplissement
du grignotage des communs, en fond, qui avait commencé quelques siècles plus tôt en Angleterre avec le mouvement des enclosures, qui a abouti à la libéralisation du marché de la terre et du marché du travail, et qui ont abouti en particulier à ce que Karl Polanyi, l'on cite dans ce livre, a défini comme étant le désencastrement de l'économie, c'est-à-dire le fait que la circulation des flux entre humains et non humains est devenue une sphère autonome, séparée des situations sociales au sein desquelles cette circulation de flux et de flux d'énergie qui est là depuis il y a des humains ou des proto-humains existent, mais qui s'était toujours développé à l'intérieur de cadres familiaux, de hiérarchie, de dépendance personnelle, etc., mais jamais comme une sphère extérieure. Et ça, c'est un grand mouvement donc de désencastrement qui n'avait rien d'inévitable et qui ne s'est pas produit ailleurs non plus. Donc on insiste beaucoup au fond sur la singularité du mouvement qui a caractérisé le développement de la modernité. Donc modernité, ça veut dire quoi? Les modernes sont des gens qui croient que la nature existe, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez récent et qui continue. Tant qu'il y a des gens qui croient que la nature existe, la modernité va se poursuivre. Tu posais la question plus précise des stratégies, de ce que ça veut dire concrètement. Par exemple, si j'explique, par exemple, vous avez un concept que vous avancez, qui est la symétrisation, qui est un outil intéressant, à la fois méthodologique, épistémologique, qui permet de comprendre, de découvrir des choses, mais en même temps, il semble qu'il y a une tension, qui porte cette technique de la symétrisation vers la politique, ou en tout cas vers l'éthique, puisque, au fond, parfois, ceux qui mettent en œuvre ces techniques de symétrisation se convertissent presque à ceux qu'ils symétrisent. Maintenant, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Mais avant ça, je réponds en partie, mais du coup, sur ce que tu nous interrogeais quand même sur la dimension plus pratique des outils qu'on propose, et sur le plan intellectuel, sans même décrire précisément ce qu'est la symétrisation, d'autant plus qu'on ne sait pas trop, mais c'est en termes d'exercice intellectuel, c'est ce que disait Philippe, c'est de montrer la relativité de la situation présente, qu'elle avait absolument rien d'inéluctable, et par les contrepoints, les contre-exemples, les changements de perspective, les décalages de perspective que permet l'anthropologie, de finalement aboutir à la sensation que c'est notre monde moderne qui est une sorte d'exception historique, un peu absurde, quoi. C'est peut-être un des effets que produisent mes petites BD quand elles sont réussies, c'est qu'on se met, au début, on fait la situation décrite, Macron qui se promène en brouette avec Bruno Le Maire sur le plateau du Vercors, c'est absurde, et au bout d'un moment, quand ça fonctionne, il y a un phénomène d'inversion qui se produit, et on se met à re-regarder en retour notre monde en disant non mais en fait, tout est, si notre monde était décrit en BD du point de vue d'un anthropologue amazonien, ça serait une barre de rire permanente, l'absurdité est patente, quoi. Donc le premier mouvement pour mettre à distance le naturalisme, intellectuellement, c'est ça, c'est de montrer son caractère extrêmement contingent et pas du tout inéluctable. Mais maintenant, sur les armes plus concrètes, on défend une hypothèse absolument pas étayée, mais qui relève de l'intuition, mais à laquelle, en tout cas, moi, je crois pas mal, et qui est une hypothèse très optimiste, qui revient à qui s'appuie sur l'idée dont on a déjà parlé, cette idée que la modification des sensibilités, des subjectivités est déjà en cours et déjà assez importante, quoi. Qu'il y a un mélange d'affects, d'envie, de désir qui mêle évidemment la peur de la crise écologique, mais pas seulement, quoi. Aussi des affects beaucoup plus positifs, beaucoup plus moteurs, qui sont une conscience, alors pas formulée comme ça pour la plupart des gens, pas verbalisée, mais néanmoins qui travaille les subjectivités à bas bruit, de la défaillance et de la pauvreté abyssale de la façon dont on se rapporte collectivement au non-humain. Et que vraiment leur attribuer des statuts d'objets où on peut juste soit les exploiter sans aucun égard, soit les protéger dans un rapport de protection qui n'autorise finalement que la contemplation esthétique, c'est vraiment très pauvre. À côté d'un natueur d'un Indien d'Amazonie qui va entrer en dialogue avec eux, rêver d'eux,
avoir un rapport diplomatique qui mobilise toutes les facultés cognitives de la sociabilité, quoi, de l'attribution d'intention, l'attribution de désir. On se dit quand même, si on allait vers un monde où on pouvait collectivement prêter une intériorité, des désirs, des émotions aux non-humains, ça serait quand même ça rendrait le monde beaucoup plus joyeux et habité. Encore une fois, beaucoup de gens ne le formulent pas comme ça, mais on se dit, il y a quand même ces affects-là qui travaillent une bonne partie de la population. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que ce qui verrouille la possibilité à ces affects de s'exprimer collectivement, c'est ce que disait Philippe, c'est le statut surplombant de la sphère économique. Pour une raison vraiment toute simple, et si simple que ça m'étonne qu'elle ne soit pas plus discutée à tel point que je viens à douter de sa pertinence, parce que je me dis c'est tellement évident que ça devrait être plus classique d'en parler, c'est qu'on dit subjectivons collectivement les non-humains, prêtons-leur une intériorité, alors qu'on est dominé par des lois économiques qui objectivent tout ce qu'elle touche, quoi. L'économie, pour garder son statut surplombant et le caractère qu'elle a, où elle détermine la décision politique, elle a un besoin vital que chaque chose soit interchangeable, que chaque élément, une vache, un steak, une heure de travail, un lopin de terre, tout ça puisse rentrer dans la même grande matrice du marché et être parfaitement interchangeable. Que donc l'intégralité de sa valeur en tant qu'objet soit résumable à une valeur marchande. Et ça, il n'y a que des objets qui peuvent être interchangeables comme ça. À partir du moment où tu prêtes une intériorité à un être, il cesse d'être interchangeable et donc il cesse de pouvoir rentrer dans le libre jeu de l'économie. Donc il y a vraiment une opposition d'ordre logique, quoi, entre l'idée de subjectiver les non-humains, donc de sortir du naturalisme par cette porte-là, et le maintien d'une sphère économique. Et l'hypothèse un peu optimiste qu'on essaye d'avancer, c'est qu'à partir du moment où on arrive à desserrer l'étau économique, à partir du moment où les lois de l'économie perdent un tout petit peu de leur pouvoir déterminant sur les activités politiques d'un collectif, quoi, et bien tout de suite, ces affects frustrés, ce désir collectif de sortie du naturalisme, de trouver de nouvelles façons de se rapporter aux non-humains, émerge assez spontanément, y compris pour des gens qui n'avaient pas spécialement théorisé ça, qui n'avaient pas cette sensibilité en amont, mais c'est tellement dans l'air du temps, quoi, entre désenchantement du monde, crise écologique et tous les affects qui gravitent autour de ça, que voilà, à partir du moment où, par la pratique des communs, l'entraide, par tout ce qui se passe sur les territoires qui est autonome, qui aspire à retrouver une petite forme d'autonomie matérielle et qui donc arrive à desserrer un peu l'étau du salarial, la nécessité de vendre sa force de travail pour survivre, quoi, alors la prise en compte des intérêts des non-humains, et donc c'est ça dont on parle beaucoup à propos de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, arrive assez spontanément, et on dit que c'est sans doute une particularité historique, quoi, qu'il y a 20, 30, 40 ans, ça aurait pas été aussi spontané, quoi. Que là, et donc, pour répondre de façon encore relativement abstraite à ta question des outils, c'est ça le préambule, quoi. C'est se doter collectivement des moyens d'alléger un petit peu le poids de la sphère économique. Et là, sans doute que dans un milieu urbain, ça ne sera pas la même chose, mais dans un milieu où il y a des non-humains et où on habite collectivement un territoire où il faut composer avec eux, le fait de les prendre en compte est assez spontané. Ils nous apparaissent, le fait que c'est des partenaires d'oppression oppressés par les mêmes forces et potentiellement des partenaires de lutte arrive assez spontanément. Un des exemples, encore une fois, pas du tout étudiés et extrêmement spéculatifs dont je parle, c'est la transformation rapide de collectifs de gilets jaunes qui notamment ont interagi avec les habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais pas seulement, quoi. Et la vitesse de conversion d'une lutte qui au début restait dans une matrice productiviste classique d'amélioration du pouvoir d'achat, des trucs comme ça, que assez vite, à partir du moment où on aspire collectivement à s'émanciper un peu du statut d'objet que t'attribue la sphère économique, alors la solidarité avec les autres êtres objectifiés par la sphère économique et qui aspireraient à retrouver un statut de sujet, à savoir les non-humains, se fait assez spontanément. Donc ça serait ça. Après, ça ne donne pas des outils extrêmement concrets, mais en tout cas, le point de départ, c'est et la condition, c'est-à-dire qu'on essaye de dire que c'est non seulement que c'est une condition évidemment nécessaire, qu'il n'y aura pas de subjectivation collective des non-humains sans desserrer l'étau économique. Si on ne desserre pas l'étau économique, subjectiver les non-humains, ça ne peut être maintenu qu'à l'échelle individuelle, quoi, quasiment. Et donc c'est une condition nécessaire pour subjectiver les non-humains, et on essaye de dire qu'elle est aussi peut-être suffisante, quoi. Qu'à partir du moment où on dessert cet étau économique, alors cette sortie du naturalisme vers la subjectivation se fait assez facilement, quoi. D'accord, parce qu'au début j'entendais plus, j'avais l'impression que tu formulais une contradiction entre conférer une intériorité aux non-humains et les intégrer dans un marché de valorisation capitaliste. Ouais. Mais il y a plein de possibilités. Enfin, même le fermier qui s'occupe de sa vache et qui la nomme, il peut très bien être inscrit dans un marché, conférer une intériorité à sa bête, et à un moment donné,
repasser au niveau marchand. Et il y a un exemple de Nastasia Martin, dans le dernier livre, Elle y tient beaucoup. Nastasia Martin, qui dans son dernier livre montre comment les événements de la rivière Richa, à un moment, un des jeunes de ce petit groupe de 50 personnes commence à braconner du caviar de saumon, et il cesse de conférer cette intériorité, cette négociation avec le saumon, en les ouvrant en masse, et en les jetant par terre, et finalement il vend son caviar de saumon, et dans un marché de luxe qui appartient à la Russie c'est exactement des capitalistes. Et du coup, il y a une sorte de... Alors même que, normalement, spontanément, dans sa manière de vivre, il prête une intériorité à ces saumons, il négocie avec eux, il les voit en rêve, alors même que c'est présent, à un moment donné, la sphère économique entre en jeu, et ça l'empêche pas d'entrer dans ce rapport marchand. Mais c'est ça, c'est exactement, j'ai l'impression que c'est l'illustration parfaite de ce que je disais, c'est que spontanément, tu peux subjectiver les non-humains, mais les institutions, et notamment toutes les institutions qui gravitent autour de la sphère économique, nous obligent à les objectifier. Il y a des témoignages, alors les exemples, effectivement, je suis en train de dire à l'Est des rêves aussi, et là c'est vraiment des cas d'école de cette situation-là, évidemment, mais tu as les mêmes chez les petits éleveurs français. Tu avais un article du Monde diplomatique où il y avait un éleveur qui disait, à partir du moment où j'ai été donc contraint d'agrandir mon exploitation par les impératifs économiques, et à partir du moment où j'ai atteint un seuil de 50 vaches, j'ai arrêté de les nommer, sinon je devenais fou, quoi. C'est-à-dire que il y a et c'est pas que pour les non-humains, c'est encore une fois n'importe. Alors évidemment, un éleveur industriel ou un mec qui bosse dans un abattoir, pour ne pas devenir cinglé, est obligé d'objectifier les bêtes avec lesquelles il travaille. S'il avait de l'empathie avec chacune des bêtes qu'il est contraint de faire souffrir, ça serait insoutenable psychologiquement. Mais n'importe quel grand patron, dirigeant d'entreprise, responsable politique, objectifie les humains qui pâtissent de ces décisions. Et on est donc pris dans des institutions qui nous poussent à l'objectivation. Même si spontanément on aurait envie de rentrer dans des comportements subjectivants à l'égard des autres humains, on est dans des institutions qui poussent l'ensemble de nos pratiques vers l'objectivation, entre autres avec l'outil qui n'est pas forcément la mécanique de fond, mais en tout cas qui est un outil de légitimation de l'impératif économique. Et là, le cas que tu décris est exactement celui-là. Il va ouvrir plein de saumons pour, en gros, apprendre à les objectifier, parce que sinon la situation est psychologiquement insoutenable, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux choses qui ont été dites, qui ne sont pas forcément contradictoires, mais en tout cas qui ne sont pas exactement les mêmes, et qui, à mon avis, ouvrent une question importante. Alors, la discussion est compliquée, je ne vais peut-être pas être extrêmement clair, mais j'ai l'impression que dans un premier temps, vous disiez, bon voilà, le naturalisme, c'est-à-dire grosso modo, enfin je le redis parce que on le réutilise très franchement, en gros cette distinction entre société et nature, c'est cette perception-là du monde, ce rapport-là au monde qui, à partir du XVIIe siècle, va grosso modo permettre le développement de l'économie, de la mise en mesure du monde, etc., etc. Ensuite, simultanément du capitalisme, etc. Et donc l'exploitation, ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc au début de la discussion, vous sembliez dire que dans la mesure où c'était donc ce rapport bien particulier, parfaitement situé historiquement et géographiquement qu'est le naturalisme, duquel tout ça découle, il y aurait donc un enjeu à revenir entre guillemets à ce point-là de scission, et donc tous vos travaux tendent à démontrer que, enfin ça je redis ce que vous aviez dit, mais c'est pour la clarté de la discussion, ça permet de relativiser, tous vos travaux permettent de relativiser tous les différents embranchements qui ont pu être choisis, décidés dans le déroulé de l'histoire, et donc, grosso modo, en revenant, en remontant le bout de la pelote, on arriverait un petit peu à cette faute originelle, mais en tout cas à ce premier embranchement, on va dire, qui nous met ensuite un petit peu dans la merde, qui est donc cette distinction entre société et nature. Et donc là, immédiatement, quand on pense à ça, on pense donc, oui, alors, se reconstituer un rapport au vivant, retrouver une intériorité au vivant, etc., etc., et que de là, donc ça c'est un peu la première hypothèse que vous avez faite, qu'à partir du moment où on aurait donc à nouveau ce rapport un peu plus riche au monde qui nous entoure, un peu moins amputé, en tout cas moins naturaliste pour reprendre vos concepts, à partir de là, le régime général de l'exploitation et du capitalisme deviendrait impossible, quoi. Ça c'est un peu le premier
premier truc que vous avez dit. Mais ensuite, vous en avez dit un autre qui est pas le même, qui est pas tout à fait contradictoire, qui consistait à dire mais en fait il faut d'abord desserrer les taux de l'économie pour que puissent se faire jour des rapports au monde moins engoncés, moins chosifiés, et qu'à partir de là, on arrive à ouvrir des espaces, on va dire alternatifs pour le dire un peu vulgairement, et en gros oui d'autres rapports au monde. Et alors moi, donc voilà, pour moi c'est un peu deux stratégies différentes en tout cas. C'est pas la même chose de se dire il faut, enfin en tout cas ça apparaît comme tel. Et moi j'ai noté qu'au tout début, Philippe de Lession vous a dit les grèves etc. elles ne peuvent pas remettre en cause ce rapport au monde naturaliste et tout ça. Et et dans le livre, vous critiquez vertement, et alors, c'est pas nous qui nous opposerons à ça, le léninisme et en gros toute une vieille stratégie marxiste qui est complètement ancrée dans le productivisme. Et bon, ici, je pense que nos lecteurs, etc., ont déjà une idée un peu précise des critiques qu'on peut faire à cet endroit. Mais pour autant, alors l'espèce de contre-exemple que je me permettrais de donner, c'est que, c'est une anecdote mais que je trouve signifiante, donc quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, quelques semaines après, les renseignements généraux, la DGSI a essayé absolument de savoir quel était le point commun qu'il y avait entre la dizaine de personnes qui avaient lancé le mouvement sur les réseaux sociaux. En gros, c'est 10 personnes qui ne se connaissaient pas, a priori, et qui, ayant lancé le mot d'ordre, Gilets jaunes, etc., avaient déclenché ce qui a été certainement la situation insurrectionnelle la plus vivace en France depuis bien longtemps. Et en fait, donc évidemment, on imagine un peu les services secrets, les services de renseignement, essayer de trouver des fils entre ces gens très précis. Ils avaient tous les Philippe Descola. Alors, non, ils avaient tous des chats. Non, c'est beaucoup plus marrant que ça. Ils avaient tous une passion pour la voiture et la mécanique. Pour les courses de voitures, y compris un peu amateurs, le week-end. Et ça, je trouve que c'est un élément assez intéressant parce que d'un seul coup, ce qu'on voit, c'est que à ce moment-là, ce qui a résonné entre très peu de gens au début, mais le rapport au monde qui s'est déployé à ce moment-là, c'est un rapport qui a à voir avec la mécanique, avec des moteurs qui font bizarre. Certainement que ici autour de cette table, c'est pas exactement notre tasse de thé et que certains préféreraient les oiseaux et tout ça. Mais pour autant, je trouve que ça dit quelque chose d'un point de vue dans la question du rapport au monde, c'est-à-dire que peut-être que là où on en est, ce que le capitalisme produit, c'est pas juste un rapport au monde amputé, c'est aussi la grosse difficulté de tisser des rapports au monde complexes, et peut-être que la mécanique et la voiture en font partie, même si on pourrait espérer que dans une société communiste il y en ait plus ou moins, mais voilà. Et donc c'était c'était la première partie de ma question, et après j'arrête de parler, mais l'autre pan c'est vraiment sur la question de la grève, etc. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire, et je pense que je suis assez d'accord avec ça, mais est-ce que c'est pas aussi ne pas voir en quoi est-ce que toutes les vieilles formes, entre guillemets, de mobilisation, la grève, là on est en plein dedans avec la grève dans les raffineries et tout ça, est-ce que la grève c'est pas aussi c'est pas seulement une manière de rentrer de débattre au sein du rapport économique, est-ce que c'est pas aussi en même temps une manière de suspendre la normalité et de laisser advenir d'autres types de rapports précisément qui cassent un petit peu cette distinction sujet-objet qui fait le malheur de notre monde? Moi, je pense que les deux mouvements sont concomitants, c'est-à-dire le mouvement de resubjectivation du rapport au non-humain d'un côté et le mouvement de transformation institutionnelle. Et c'est pour ça qu'on attache de l'importance dans ce livre à l'Azote de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il nous semble que c'est un endroit où se donnent à voir ces deux choses simultanément. C'est au départ une lutte contre un grand aménagement inutile, pharaonique et destructeur des milieux, et qui a abouti à une volonté d'inventer une nouvelle forme de vivre ensemble, un communalisme d'un genre particulier, fondé notamment sur l'identification profonde avec des non-humains. Et donc il y a une création d'institutions qui par définition vient supplanter, et je pense que l'État a été très conscient de cela, dans la brutalité de
de sa réponse militaire, en particulier à la ZAD, c'est supplanté par des institutions différentes, les institutions actuelles. Et ça passe par une subjectivation. Je pense que les deux sont importantes, mais c'est pas du tout les mêmes instruments. La transformation institutionnelle, elle nous a semblé qu'elle pouvait prendre deux formes concomitantes. Au fond, l'une est une lutte contre l'État tel qu'il est actuellement, de façon à promouvoir des États qu'on appelle sobres et démocratiques, c'est-à-dire qui prennent véritablement en compte les effets dévastateurs de la déprédation capitaliste de la planète, et démocratiques en ce sens qu'ils sont plus fondés sur la représentation, c'est-à-dire la délégation du libre arbitre des citoyens à intervalles réguliers par le bulletin de vote, mais par la participation. C'est une vieille tradition, mais qui peut qu'on a appelé les conseils, les soviets ou autre chose, mais qui peut aussi prendre des formes institutionnelles, comme on l'a vu par exemple pour la Convention climat, qui était un bon exemple de, même si elle n'a pas débouché sur ce qu'on aurait souhaité qu'elle puisse permettre, mais qui est un bon exemple de la participation de citoyens à la décision publique. Donc des États de ce type-là, donc ça suppose un travail militant classique de transformation de l'État, qui peut même parfois passer par des partis politiques établis. Et puis l'autre transformation institutionnelle, c'est au fond légitimer peut-être des mouvements comme les ZAD qui sont effectivement porteurs d'espoir, parce que c'est des formes alternatives et exemplaires de vivre ensemble. Quand je dis légitimer, c'est parce que à partir du moment où j'ai commencé, où j'y étais une fois, quand nous y avions été ensemble il y a quelques années, j'ai été surpris de voir que soit la plupart des gens autour de moi pensaient que c'était fini, puisqu'ils avaient triomphé avec le renoncement de l'État à la construction de l'aéroport, soit que c'était des sortes de punks analphabètes et débiles, quoi, y compris chez des gens qui devraient être informés. Donc légitimer, c'est-à-dire essayer de faire comprendre tout le bien fondé de ce genre d'entreprise. Notre-Dame-des-Landes n'est pas la seule ZAD qui existe, il y en a d'autres qui sont aussi très, très originales, parce qu'elles sont par exemple comme celle des Lentillères dans un cadre urbain, mettent une inflexion au fond sur le fait de la transformation de la vie dans la cité, même s'il y a une base maraîchère à la ZAD des Lentillères, c'est quand même un exemple différent. Donc ces formes-là, elles sont effectivement de transformation institutionnelle. Et du côté de la subjectivation, il y a effectivement l'exemple que l'on qui pour quelqu'un comme moi qui est vécu parmi des Amérindiens en Amazonie, qui en effet subjectivent au jour le jour les plantes et les animaux sans les sacraliser, c'est-à-dire ils les traitent simplement comme des partenaires sociaux avec lesquels on négocie à tout moment, et ça n'empêche pas de les bouffer, de les tuer à l'occasion, mais c'est pas des objets, en ce sens qu'effectivement ces relations ont toujours des conséquences. Et il faut être prêt à admettre les conséquences, en particulier les conséquences de l'hubris, de l'excès, en particulier si on chasse trop, si on prend par-dessus la jambe, on traite par-dessus la jambe les esprits, des choses comme ça. Donc il y a cette dimension-là, voir que elle se traduit par des formes de subjectivation chez pas mal de gens en Europe, qui ne sont pas passés par les formes de socialisation par lesquelles sont passées les populations amérindiennes que je connais. C'est aussi très intéressant, et ça suppose, je pense aussi, la constitution de récits nouveaux. Ce que j'appelle l'animisme, donc chez les Achuars, ou ce que décrit Nastasia Martin en Sibérie ou en Alaska,
c'est-à-dire le fait de prêter une intériorité à des non-humains, c'est pas un dogme, c'est pas un système de croyance, c'est un ensemble d'inférences que l'on fait parce que depuis tout enfant, on a pris l'habitude d'écouter des récits d'adultes qui décrivent des situations dans lesquelles la seule inférence possible, c'est précisément de considérer que les non-humains avec lesquels on interagit ont une intériorité et qu'on peut, de ce point de vue-là, communiquer avec eux et agir sur leur comportement. Je ne sais pas de quel type de récit on pourrait utiliser. Chez les Amérindiens, ça passe typiquement par des récits de chasse. Hein, lorsque le père ou le grand frère revient de la chasse, il explique toutes les circonstances qu'il a traversées au cours de la journée, les rapports comment il a pisté un animal, pourquoi à un moment donné il y a quelque chose qui a attiré son attention, qui était peut-être le fait qu'un esprit était là parce qu'il l'entendait mais il ne le voyait pas, ou bien il y avait un bouleversement, ou bien il y avait un coup de vent, ou un remous dans le fleuve, un endroit où il ne devrait pas y en avoir, etc. Donc tous ces petits indices, en quelque sorte, sont tissés dans des récits, et il faut imaginer d'autres formes de récits qui nous rendraient plus attentifs précisément à la subjectivité des non-humains. Alors, pour passer dans un autre registre, on aborde dans ce livre un phénomène que moi je trouve très intéressant, qui a commencé à se développer dans différentes régions du monde, qui est c'est pas d'attribuer une subjectivité aux non-humains, c'est d'attribuer une personnalité juridique à des milieux de vie. Donc c'est un peu différent, c'est pas complètement éloigné, c'est-à-dire au fond, c'est supposer que certains milieux de vie ont une densité de relations matérielles et spirituelles, si on veut, ou symboliques, entre humains et non-humains, qu'ils méritent d'avoir, au fond, leur existence propre comme sujet collectif. Et c'est l'exemple de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande ou de la rivière Magpie au Canada, qui dans beaucoup de cas d'ailleurs, ce sont des initiatives qui ont été prises par des populations autochtones et qui ont été entérinées par des parlements, des gouvernements locaux. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait qu'il y a un certain nombre de droits qui sont reconnus à un milieu de vie qui peut les exercer, y compris contre les occupants de ce milieu de vie ou contre ceux qui souhaiteraient l'occuper sans précaution, disons. Et une chose que je trouve intéressante dans ces nouvelles dispositions, d'abord on peut lutter pour ça, puisque c'est la plupart du temps ce qui s'est passé, hein, ce sont des communautés autochtones qui ont lutté pour obtenir ce statut nouveau. C'est aussi que ça inverse le sens de l'appropriation. L'appropriation qui va dans le droit classique en Europe des individus ou des collectifs vers la terre ou vers des ressources. Là, c'est la terre ou les ressources, c'est des choses qui approprient des humains, au fond. Elles sont propriétaires d'elles-mêmes, et de ce fait, elles tolèrent des humains à leur surface, un peu comme un géant tolérerait des poux à sa surface. Et d'une certaine façon, on peut dire que, en tout cas, toi tu es plus familier que moi de la salle de Notre-Dame-des-Landes, mais j'ai l'impression que les habitants de Notre-Dame-des-Landes ont vis-à-vis du milieu, sans que ce soit formulé en termes de personnalité juridique, une sorte d'égard vis-à-vis de ce milieu, et qu'ils considèrent qu'ils sont des invités, au fond, des accueillis par le bocage, par ces zones humides, etc., et qu'ils n'ont pas de droit spécifique en tant qu'humains sur ce milieu. C'est ce que résume très bien cette formule nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est véritablement l'idée d'une délégation de la qualité et d'expérience de la vie transmise aux humains comme une façon pour eux de
au fond, d'être non pas d'être mieux humain peut-être, en vivant avec. Mais là, quand vous parlez, ça me fait penser à un autre passage de votre texte, je crois que c'est Alessandro Pignocchi qui en parle, qui dit qu'il y a aussi la possibilité, beaucoup plus pessimiste, que les espaces auxquels on accorde une personnalité et qui défendent leurs propres droits sont en fait gérés par comme dans ce qu'on appelle les sanctuaires, espaces de sanctuarisation où on enlève les populations autochtones pour préserver un espace de ressources naturelles dans son développement, dans sa diversité. Et je ne dis pas du tout que c'est ce que vous étiez en train de dire, mais il y a aussi la possibilité de se poser la question de quelles sont les relations sociales entre humains qui sont sous-jacentes à la possibilité même que la nature, qu'un espace comme le bocage, par exemple, puisse s'autodéfendre. En fait, c'est pas le bocage qui se défend, c'est les gens qui, au nom du bocage, prennent la parole pour le bocage. C'est exactement ce qu'il dit. Et oui, c'est exactement ça. Mais du coup, ça pose le problème de l'effet de contrainte. Du simple fait de donner une personnalité à un espace. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait une institution coercitive quelconque qui vienne contraindre que cet espace soit une personne. Encore un humain, on peut le taper dessus et puis il peut se défendre et puis il peut nous parler, il peut nous dire que ça marche pas. Comment parle ou comment se défend l'espace, je vais dire naturel par caricature, mais la personne naturelle sans en passer par une institution avec une coercition particulière qui est endossée par des hommes. Pour le moment, ça passe par des institutions juridiques classiques, puisque au fond, la personnalité juridique, elle est accompagnée du droit d'ester en justice, c'est-à-dire au fond de porter plainte pour ces milieux de vie et porter plainte contre des infractions qui sont commises à leur encontre. Et donc ils sont des sujets de droit. Au lieu d'être des objets de droit, ils deviennent des sujets de droit. De la même façon qu'un humain peut porter plainte parce qu'on l'a cambriolé ou il a subi une agression, de la même façon, il y a une liste d'atteintes. Même les personnes. C'est le doute effectivement que j'émets au sujet de ça, c'est que dans, encore une fois, un monde aussi dominé par les lois économiques qu'est le nôtre, le risque, c'est que ça soit juste un outil qui permette de réclamer quelques dédommagements à des grandes entreprises qui ont par ailleurs tout à fait les moyens de les payer, et surtout qui ne sortent pas de la relation objectifiante qu'on essaye de combattre. Mais ce que me répond Philippe, c'est que si c'est cet effet d'inversion du sentiment d'appropriation, c'est que s'il y a quand même un effet sur les subjectivités au minimum, qui est massif, quoi. C'est changer la flèche de l'appropriation. Et donc c'est un outil évidemment parmi d'autres, quoi, mais qui a une utilité auquel moi, j'avais pas pensé ça comme ça avant qu'ils me le disent, mais c'est vrai que j'avais tendance à avoir une forme de scepticisme en disant oui, mais si on reste dans la matrice économique, bon, au mieux, on va donner quelques prunes qui sont anecdotiques, qui peuvent presque être chiffrées à l'avance par les grosses entreprises et qui n'auront aucun impact. Mais j'ai pas l'impression qu'on a répondu, mais parce que moi j'ai pas complètement compris le contre-exemple des 10 gilets jaunes originels qui étaient passionnés par les bagnoles. Parce que ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que je disais, notamment d'une transformation. J'avais parlé d'une transformation rapide des collectifs de gilets jaunes, qui est justement un peu comme. Je crois que c'est maintenant, on ne dit plus trop ça, que c'est un peu simpliste, mais comme la théorisation des luttes territoriales qui passent du pas chez moi à ni ici ni ailleurs, quoi. L'espèce d'extension altruiste de la revendication. Et de même, j'ai l'impression, mais encore une fois c'est une hypothèse optimiste, qu'il y a certaines luttes sociales qui vont commencer dans une matrice presque alors productiviste, mais aussi qui réclament une amélioration économique des conditions d'un petit groupe social, éventuellement au détriment d'un autre petit groupe social avec lequel il se sent en compétition, et que par la lutte, par les vertus formatrices de la lutte, de la pratique des communs, etc., il y a le même genre d'élargissement altruiste, en gros, où on dit, non, en fait, on ne peut pas juste revendiquer une amélioration de notre petit groupe contre un autre, et pas non plus contre les non-humains. Et encore une fois, l'hypothèse, c'est que c'est propre à notre époque, quoi. Enfin, que c'est relativement récent, cette force causale dans les subjectivités qui entraîne cet élargissement de la solidarité aux non-humains. Donc il n'y a rien de contradictoire à dire que, par ailleurs, bon, les 10 premiers gilets jaunes, on ne va pas dire que c'est l'essence du mouvement essentialisé à vie, quoi. C'était juste pour se dire que le problème que posent nos rapports au monde, il se limite pas, ne se limite plus à juste la césure entre société et culture. Mais j'essaie de prendre le problème par un autre bout, qui sera peut-être un peu plus clair, qui n'est pas exactement le même problème, mais quand même très proche.
dans le livre, ce qui est assez étonnant, alors nous on est très très anarchistes, hein, mais ce qui est assez étonnant, c'est que donc, d'un côté on a le livre, moi je l'ai trouvé vraiment super, c'est très très didactique, ça permet vraiment de comprendre ce qu'il y a de précieux et de puissant dans l'anthropologie, donc, essentiellement dans ce geste de pouvoir relativiser nos institutions, nos manières de vivre et tout ça. Et en même temps, on sent à plusieurs moments dans le texte poindre un véritable souci d'institutionnalisation. Voilà. C'est ça l'apport, c'est vers ça qu'on veut essayer de pousser. Exactement. Et alors ça, nous, on appartient à un courant qu'on peut caricaturer en disant qu'il est un peu destitutif, ou ce qu'on essaye de penser, c'est ce que ce serait une destitution, quoi. C'est-à-dire, plutôt que de se dire il faudrait que, enfin ce qui est un peu la tradition révolutionnaire classique, qui est de dire on abat le pouvoir et on va en constituer un nouveau, instituer de nouvelles normes, de nouveaux codes et de nouvelles formes de pouvoir qu'on espère être plus égalitaire ou mieux, etc. Nous, non pas nous, nous très large, essaye de se dire, se dit depuis plusieurs années, peut-être qu'en fait, dans ce souci d'institution, qui est probablement très 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 français, très occidental, et très 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 français, en gros, espèce de besoin d'État, de besoin de structure, de besoin de stabilité, est-ce qu'il faut pas prendre en fait le problème par un autre biais et se dire que par exemple, cette espèce de grosse machine horrible et très complexe dans laquelle on vit, est-ce que le geste adéquat, c'est pas plus celui de le destituer? Et là, j'en viens à ces questions de ZAD et tout ça, c'est que moi j'ai l'impression que ce qui fait que alors faut s'entendre sur ce qu'on entend par institution, si se serrer la main c'est une institution, mais oui, voilà, c'est ça, c'est que à plusieurs reprises on définit institution comme les structures y compris implicites qui organisent un collectif. Oui, mais là on parlait, et vous en parlez dans le livre, vous parlez d'États qui seraient qui toléreraient d'États plutôt sympas qui toléreraient des alternatives, qui seraient obligés de les tolérer. Ils seraient obligés, oui, bien sûr, oui. Bon, mais c'est pas la même chose une poignée de main et un appareil d'État par exemple. Non, mais en termes d'institution, quoi. Mais bon, si on prend là comme définition pour l'institution, on pourrait prendre une définition sociologique un peu bêta, mais dire l'espèce de médiation qu'il y a entre la population et on va dire la sphère politique, l'institution, ça serait ce qui ferait un peu tampon entre les deux, qui serait le dispositif de... Non, j'ai l'impression que c'est la définition de L1 de sociologie, mais bon... c'est des médiations stabilisées. La langue, c'est une institution. Mais du coup, faut séparer les deux choses, faut séparer le désaccord sur ce qu'on entend par institution et le fond, parce que finalement... Parce qu'en fait, ensuite, j'ai l'impression que ça selon ce qu'on entend par institution, selon ce qu'on attend ou n'attend pas d'institution, je trouve que stratégiquement, ça pose des questions très, très complexes politiquement, et donc, que vous restituez un petit peu dans le livre, hein. Vous évoquez Frédéric Lordon qui évoque plutôt, on va dire, l'hypothèse du grand soir contre, on va dire, l'hypothèse zadiste qui serait celle un petit peu des petites archipels, etc. Et j'ai l'impression que personne n'y voit très clair là-dedans, sur ce que serait une stratégie qui permettrait d'évacuer tous les écueils. Moi, je me souviens d'un texte d'un ami philosophe qui s'appelle Bernard Raspe, qu'il a écrit, qui est dans un livre qui s'appelle L'Instant d'après, qui est paru il y a très longtemps, je pense en 2006 ou 2007. C'était un texte sur les oasis, et il avait une très belle image, je la rappelle vite fait comme ça, mais où il disait, voilà, le problème des oasis, c'est qu'elles sont au milieu du désert, et en fait, s'il n'y a pas de moyen de les alimenter, elles seront toujours, dans le fond, elles seront toujours attaquées par le sable du désert, elles seront toujours recouvertes par le sable du désert. C'est une image, en fait, pour dire que l'idée d'archipel au milieu de désert, en fait, ne tient pas sur le long terme, en fait, là, le sable étant soit la répression, soit l'isolement, soit, mille choses. Et est-ce que la ZAD, en fait, plutôt qu'être une expérience instituante alternative, est-ce que c'est pas une expérience destituante? Est-ce que ce qui a fait la puissance de la ZAD, c'est pas plutôt d'avoir dénoué un peu ce qu'il y avait ce que le pouvoir voulait faire là-bas, y compris la légitimité, on va construire cet aéroport, etc. Donc est-ce que ça n'a pas été essentiellement une œuvre de destitution, c'est-à-dire en gros de casser les évidences,
ce qui je pense est vraiment beaucoup plus proche en fait de ce que vous théorisez quand vous faites de l'anthropologie, de symétrisation, etc. Plutôt que, enfin, est-ce que c'est pas ça, c'est pas à cet endroit-là que la puissance se trouve, plutôt que dans l'alternative institutionnelle, para-institutionnelle qu'elle créerait. C'est ça, moi, ma question un peu vague. Je pense, ouais, c'est le côté glissant du terme d'institution, effectivement. Et nous, moi, spontanément, j'ai employé un terme extrêmement large. C'est ce que je disais, c'est toutes les structures qui stabilisent et déterminent en retour des comportements individuels et qui les organisent. Donc, c'est absolument ça sous-entend absolument pas État, etc. Et donc, on parle à longueur de page des institutions de la ZAD et des institutions des territoires autonomes. Peut-être qu'on a tort et qu'il faudrait pas céder à cette généralité-là. Si on emploie le terme d'institution à tour de bras et de façon aussi libérale, disons, c'est peut-être c'est parce que quand même une de nos cibles, en termes encore une fois de stratégie politique au sens extrêmement large, c'est tous les lecteurs sensibles à la philosophie du vivant, à toute cette vague éditoriale qu'il y a autour des nouvelles relations avec le vivant, et dont on considère que pour l'instant, elles abordent de façon très incomplète la question des institutions, et qu'il y a le risque que ça s'adresse, qui est la critique de Lordon, qui n'est pas complètement infondée, que ces histoires de nouer des nouvelles relations avec le vivant ne vont s'adresser qu'aux gens qui ont les moyens matériels de se le permettre, quoi. Que donc ça devient en somme du développement personnel pour riches, quoi. Et on a l'impression que faut pas minimiser ce risque-là, et que c'est très dommage de laisser cet affect collectif qui est vraiment extrêmement puissant, extrêmement légitime, extrêmement profond, être dévoyé de cette façon-là. Et donc le point qu'on pose, et c'est en ça qu'on a l'impression que l'emploi du terme institution est justifié, même dans le sens extrêmement large, qui finalement perd sans doute beaucoup en puissance analytique, mais gagne en efficacité en termes de rhétorique, quoi. Et de dire on est pris dans des structures institutionnelles, encore une fois au sens large, qui empêchent de stabiliser à un niveau collectif un tant soit peu conséquent la subjectivation des non-humains. Et si vous travaillez les sensibilités, vous dites comme le monde serait merveilleux, plus riche, plus intense, si on subjectivait les non-humains sans vous poser cette question-là, alors vous vous adressez à la grande bourgeoisie, quoi. Et si on veut que ça s'institutionnalise, alors il y a des questions extrêmement basiques à se poser, notamment de la compatibilité avec la sphère économique, avec le pouvoir politique, avec tout un tas de choses, quoi. Et du coup, oui, c'est ça, c'est que nos cibles premières, aussi parce qu'on n'est pas du tout, sans doute, des experts en termes de stratégie destituante, etc., il y a vraiment un usage glissant, et il ne faut pas... Je pense que ça serait... Oui, je pense que je voudrais revenir sur l'opposition destituant-instituant. Il nous semble, et on le développe un peu dans ce livre, qu'il y a dans l'histoire de l'humanité justement un rapport de conjonctif, si on peut dire, entre l'État et des formations non étatiques qui vivent à sa périphérie, et que les deux formes d'institutions interagissent les unes sur les autres. Et alors évidemment, Scott a bien montré ça pour l'Asie du Sud-Est, ça fonctionne encore à l'heure actuelle en Asie du Sud-Est. Et je pense que je cite l'exemple du Moyen-Âge européen, du nord de l'Italie, au XIIIe siècle aussi, où il y avait toutes des formes extrêmement diverses de polities, c'est-à-dire des communes indépendantes, plutôt démocratiques, des communes aristocratiques, des États, des empires, des multinationales, etc., qui étaient en compétition les unes avec les autres, dans un grand état de conflictualité, sans aucun doute. Et je pense que les rapports entre ces politiques de nature très très diverses sont toujours à la fois instituantes et destituantes d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'État vise à accaparer, à contrôler ce qui va comme des résidus qui résistent à l'englobement sociopolitique dans un grand système central, et par la conscription, par l'impôt, etc. Et ceux qui se voient dans la périphérie, mais qui commercent néanmoins avec l'État pour se procurer des ressources,
s'imaginent complètement indépendantes alors qu'elles sont en partie dépendantes de l'État et vice-versa. C'est un système, c'est un équilibre assez complexe. Et c'est vrai que j'ai quelques difficultés, ayant vécu dans une société sans État pendant quelques années, à imaginer une fédération de sociétés sans État, si je puis dire, de collectifs capables de mettre sur pied à l'échelle internationale le genre de dispositif auquel nous sommes accoutumés. Je pense par exemple au contrôle international de l'évolution du climat, au financement de la recherche et de l'enseignement supérieur, au financement de systèmes de santé, des choses comme ça. C'est peut-être pas impossible, hein. Je sais qu'il y a des effets d'incrément dans les fédérations communales, et c'est ce vers quoi tendent sans doute des structures communalistes comme le Rojava ou peut-être même les zapatistes, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer ça à une échelle qui soit suprarégionale. Voilà. Et donc il me semble que la lutte pour transformer l'État, concomitante à la lutte pour établir des zones marginales de refuge et de contre-pouvoir, ce sont deux luttes qui doivent être menées simultanément. Mais moi j'ai vraiment l'impression que sur la question des échelles, c'est vraiment un nœud hyper important. C'est-à-dire que je trouve qu'on a, du fait de nos traditions politiques communes, très occidentales et tout ça, c'est comme si on arrivait à penser soit la giga-échelle mondiale, soit la microscopique échelle de la commune, voire de la petite communauté et tout ça. Alors qu'en fait, et de fait, quand on pense ça comme ça, on s'interdit en fait quelque part, on n'ose pas penser des entrelacements d'échelles distincts selon par rapport aux différents besoins, même si on n'aime pas l'idée de besoin, mais certainement que la question, par exemple, de ce qu'on mange et de comment on mange, cette question-là, elle se pose pas du tout à la même échelle que la question de comment est-ce que on arrête le nucléaire, par exemple, qui forcément sera une plus grande échelle, la question de l'éducation, de ce qu'on veut apprendre, de ce qui fait sens, hein, peut-être qu'elle se pose encore à une autre échelle, et moi j'ai l'impression que ça c'est une espèce de chantier, pour ainsi dire, jamais ouvert, et voilà, et les choses, sinon on se retrouve un peu à faire la boule dans le flipper, quoi, entre micro, macro, micro, macro, micro, macro, mais je crois que c'est un truc... Je crois que c'est une façon un peu d'esquiver cette difficulté-là aussi, de cette volonté un peu œcuménique qui confine peut-être parfois à l'irénisme qu'on a de dire il faut penser les vertus d'un système global où cohabiteraient des territoires autonomes et des structures étatiques, et notamment toutes l'action vertueuse que des territoires autonomes peuvent avoir sur l'État comme nouvel outil de lutte, de transformation de l'État, quoi. Et, ça permet c'est un peu la solution de facilité, vu que voilà, on mélange des différentes hypothèses, mais ça me semble quand même permettre d'éviter un certain nombre d'écueils et de rendre la chose intéressante, notamment en termes très simplement de plausibilité à court terme, quoi, et d'éviter le côté vertigineux d'une hypothèse type Grand Soir, ou même d'une instauration de communaliste globale dont on ne sait pas trop comment elle adviendrait, ni quel serait son mode de fonctionnement, etc. Et là, encore une fois, Dieu merci, on peut appeler l'anthropologie et l'histoire et l'archéologie au secours en disant ça a été la règle pendant l'histoire de l'humanité. Enfin, il y a eu l'histoire écrite a globalement été écrite depuis l'intérieur des États parce que c'est eux qui écrivaient, mais à l'échelle en termes de nombre, de superficie couverte, etc., c'était mineur. Et il y a eu toujours des formes d'interaction, d'une complexité abyssale, souvent conflictuelle, mais pas toujours, quoi, et avec des mouvements de population, en tout cas, incessants entre des structures de type étatique et des territoires autonomes, à tel point que quand on commence à penser ça comme ça, il y a un continuum qui est aussi, à mon avis, aussi a des vertus analytiques qui se dessinent entre ce que c'est qu'un territoire autonome et ce que c'est qu'un État. Si on prend une définition politique en disant un État, c'est quand il y a justement une institution qui
qui accapare le pouvoir politique et qui se détache de plus en plus du reste de la population, quitte à être capturé par des intérêts privés extrêmement minoritaires, et de l'autre côté le territoire autonome idéal, c'est un pouvoir politique parfaitement équitablement réparti. Tu as tous les intermédiaires possibles entre les deux, quoi. Et du coup, même l'idée d'une cohabitation entre État et territoire autonome se floute un petit peu. Mais on se dit que c'est utile potentiellement, ne serait-ce que pour les perspectives que ça ouvre en termes intellectuels, de penser les interactions vertueuses que un tel dispositif de cohabitation permettrait, notamment juste simplement la possibilité de fuir l'État quand il est trop pénible, d'avoir un plan B, quoi, de pouvoir se tirer, et d'avoir des zones potentiellement avec des formes d'autonomie matérielle, puisque encore une fois, le rouage fondamental de la mécanique capitaliste, c'est quand même qu'il y a un prolétariat le plus désespéré possible, dans lequel la bourgeoisie peut puiser à volonté de la force de travail, et la classe bourgeoise se sentira d'autant plus libre et puissante que ce prolétariat sera désespéré et aura perdu toute forme d'autonomie matérielle. Donc c'est par la destruction des communs notamment, quoi, on en parlera peut-être, mais c'est en train de se parachever aujourd'hui avec la privatisation de l'eau et les méga-bassines. Et donc, si des formes c'est pas vous que j'apprends ça, mais offrir des formes d'autonomie matérielle potentielle, tu transformes complètement le rapport de force du côté de l'État. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on est un tout petit peu dubitatif, je pense un peu spontanément, c'est que là, vous parlez notamment dans le livre, vous parlez de la ZAD, mais vous parlez de la ZAD en fait à partir du moment où elle a gagné, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, ou en tout cas à partir du moment où le projet a été arrêté. Mais sauf qu'il faut bien garder en tête que enfin peut-être nous c'est ça qui nous jaillit un peu plus aux yeux, c'est que ce qui a permis à la ZAD de partiellement s'institutionnaliser ou d'être partiellement institutionnalisée aujourd'hui, ça a été une lutte absolument acharnée. Enfin, il y a des gens qui ont perdu des mains, des gens. Enfin, c'est que ce qu'est un État, c'est-à-dire sa capacité à défendre son territoire, à ne rien laisser d'alternative, ça a été. Enfin, les gens l'ont vécu dans leur chair. Non, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, je sais, vous le savez, mais ce que je veux dire, c'est que nous, quand vous évoquez la possibilité de négociation avec l'État, enfin, moi, spontanément, j'ai un peu des doutes parce que le sable qui recouvre l'oasis. Ouais. Mais un des trucs des idées qu'on n'est pas prêt, c'est encore une fois, c'est pour ouvrir des perspectives c'est pas absurde de penser que on va aller quand même vers des situations comme ça de gré ou de force, quoi, par exemple, que ça commence à tanguer à un point où, pour gérer les émeutes urbaines, les États devront négliger un certain nombre de territoires ruraux. Le Moyen-Orient et le Proche-Orient, il est en train de se passer des choses de ce genre-là, et on essaye alors avec une forme de naïveté sans doute, mais d'instiller l'idée que si on allait vers ça de façon désirée et un tout petit peu contrôlée, ça serait sans doute plus sympa que d'y aller par défaut en subissant complètement le truc. Et puis que la grosse question, ça va être ça, de gérer comment organiser le niveau de conflictualité inévitable qu'il y aura entre les différents territoires, entre le territoire et l'État, et comment trouver un équilibre certes instable, mais relativement désirable sous un certain nombre d'angles dans cet équilibre-là. Et juste, c'était pas du tout le sens de ta question, mais je le mentionne quand même, c'est que quand je reviens au point de départ de prendre la sortie du naturalisme comme porte d'entrée dans la question politique, c'est que la vertu de penser l'autonomie territoriale, c'est que c'est quand même le top pour subjectiver les non-humains. Quand les décisions politiques concernant notamment la subsistance, la façon de se loger, etc., sont prises par des gens qui, de fait, interagissent quotidiennement avec les non-humains du territoire, c'est sûr que dans un moment historique où leur subjectivation se fait assez spontanément, c'est quand même la structure politique idéale pour sortir du naturalisme, quoi. Parce que tu peux imaginer plein d'autres formes politiques qui imposeraient, par exemple, de façon étatisée et autoritaire, une sortie du naturalisme. Voilà, l'idée de subjectiver les non-humains, c'est pas un projet politique en soi, c'est compatible avec une foule d'organisations politiques possibles, et on essaie de dire que cette idée se marie quand même à merveille avec une perspective communaliste, quoi.
J'ai l'impression que il y a en fait, par rapport à cette question de l'institution, la destitution, dans ce que vous dites, ce que vous proposez, c'est une sorte de dialectique, parce qu'il y a une sorte d'institution de la destitution, quoi. Par exemple, tu donnes tu proposes une loi autophage. Tu proposes une loi qui rendrait l'État autophage, une loi que l'État pourrait accorder pour je ne sais pas quelle raison. Bon, je fais une hypothèse. Alors, voilà, c'est une hypothèse. C'est vraiment un pont entre l'absurde des BD et l'essai. Hein. C'est de la politique fiction. C'est de la politique fiction, mais bon. J'imagine quand même. Jouons le jeu. Quoi. Tu proposes une loi autophage qui serait une loi que l'État accepterait que, pour les squats ou les ZAD, de les laisser se former. C'est ça, en gros. À partir du moment où il y a une lutte territoriale qui se met en place contre un projet d'aménagement, qu'il soit public ou privé, et que pour obtenir de la part des forces de l'État une procédure d'expulsion, il y a en amont l'obligation légale de comparer le projet mis en place par les occupants sans droit ni titre avec celui du promoteur public ou privé, idéalement un processus de comparaison qui serait géré de fait par... C'est ça le problème. Par les non-humains du territoire. Il y a, comme tu te sens, il y a eu un référendum pour l'aéroport. Donc on peut considérer que c'est quasiment quelque chose d'analogue. Ouais, c'est-à-dire qu'évidemment, qui évalue l'intérêt des projets. Non, bien sûr. Mais en tout cas, ça serait les usagers au sens extrêmement large. Encore une fois, il y a des pistes dans Nous ne sommes pas seuls de Antoine Chopeau et Léna Ballot pour penser qui sont les usagers légitimes du territoire pour prendre cette décision. Peut-être que ça ne marchera pas du tout, que les votes iront systématiquement en faveur des hangars Amazon, mais je pense pas. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est une loi qui confine effectivement à l'absurde en termes de plausibilité qu'elle arrive à l'existence, mais qui tendrait vers une forme de cohabitation et qui permet d'imaginer des situations cocasses où, par exemple, les forces de l'État se retrouveraient à défendre les occupants contre une milice privée du promoteur qui à bout de nerfs, voudrait quand même faire aboutir son projet. Et j'imagine, on pousse un peu plus loin l'exercice de politique fiction en imaginant comment une fenêtre historique similaire à celle qui s'est ouverte après la fin de la Seconde Guerre mondiale pourrait s'ouvrir bientôt, qui permettrait une telle loi. Mais bon, en l'occurrence, vraiment, c'est de l'exercice de pensée, quoi. Bon, c'est parce que ça me fait penser à plusieurs choses. Par exemple, la fenêtre historique dont vous parlez, ça est quand même fondé sur un rapport de force, quoi. Les communistes sont tellement massifs qu'on peut faire passer un certain nombre de lois, et les communistes ont une légitimité historique, mythologique, historique, par rapport à la résistance. Donc il y a un rapport de force, mais tangible, qui fait qu'un certain nombre de droits peuvent passer au niveau du juridique et se stabiliser et tenir un certain nombre de temps, jusqu'à ce que dans les années 70-80, on commence à dire bon, on les dégomme tous. Pourquoi ? Peut-être parce que la force matérielle à l'origine de la possibilité même de formuler un droit, c'est dissoute, en fait. Mais c'est ça l'exercice de fiction qu'on fait, c'est d'imaginer comment une période, encore une fois, de grande instabilité politique dans laquelle il n'est pas du tout exclu qu'on rentre assez rapidement, où les formes de solidarité, l'ensemble des groupes, des territoires qui ont développé une forme d'autonomie, bien sûr, mais pas seulement, tous les réseaux de solidarité qui pratiquent les communs et qui essayent justement de sortir des rapports marchands, deviendront vitaux pour toute une part de la population, s'échineront à nourrir, à loger les gens dans cette période de grande instabilité, et qu'on sortira de là où toutes les aspirations de type lutte territoriale, squat, etc. seront auréolées des mêmes vertus que la classe ouvrière et le Parti communiste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est hyper tiré par les cheveux, mais c'est... mais c'est intéressant. Et puis il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que si on n'est pas caricatural dans la distinction institution-destitution, si on regarde les zapatistes, à la vérité, ça n'a pas marché uniquement parce qu'ils ont destitué l'ordre établi et qu'ils ont pris les armes. En fait, justement, prendre les armes, c'était temporaire et il fallait vite trouver un moyen de sortir de ce conflit hyper sanglant. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré si longtemps. Mais qu'est-ce qui a en partie contribuer à stabiliser cette situation paradoxale où l'État mexicain n'est en fait pas un État, parce que si on regarde toutes les zones libérées en quelque sorte de son emprise, de son influence, ou même négativement par le narcotrafic ou des choses comme ça, en fait c'est une espèce de fragmentation, de glace qui fond. Bon. Mais si on regarde un peu comment le zapatisme s'est stabilisé, c'est en grande partie aussi parce qu'il y a eu un travail des sensibilités, un travail de qu'est-ce que c'est ces gens-là qui se soulèvent, les Totsil, etc.,
Quetzal, et avec des marxistes de l'université, des espèces de grandes manifestations sur la capitale, sur le Zócalo de Mexico. Ce que je veux dire, c'est que vous contribuez avec l'anthropologie, avec changer les sensibilités, à produire un effet de légitimation collective, ou instituer un certain imaginaire, ou un nouveau bon sens, en fait, qui permet, quand des gens se soulèvent, ou se battent de manière même plus violente, ou plus brutale, de recoder, en fait, ce qu'on va voir, de recoder le rapport, au lieu d'y voir comme vous disiez tout à l'heure, des gens un peu bizarres, dégueulasses, qui vivent comme des clodos. C'est hyper méprisant, parce que bon, moi je pense pas que les clodos, ce soit... Bon, mais on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, au lieu de voir ça, ce que maintenant les gens vont commencer plus massivement à voir, c'est la nature qui se défend, c'est des gens qui parlent au nom de bocage, c'est des gens qui prennent au sérieux la crise écologique, et ainsi de suite. Et donc du coup, voilà, dans le rapport institution-destitution, je trouve que ce qui est intéressant dans l'usage fondamental de cette anthropologie, de ces dessins et plein d'autres gens, c'est qu'ils contribuent à rendre légitimes certaines actions qui, mais il y a quelques années, mais on pouvait être jugé pour terrorisme pour ça. Alors que c'est fondamental. Là, il y a du sabotage. C'est un des liens entre le fameux lien entre institution et sensibilité qui est si difficile à faire, et qui est si fondamental de discuter, parce que là, moi, je vois les questions qu'on me pose là quand je présente le livre, on me demande souvent, mais alors quel est le secret pour sensibiliser les gens au vivant, comme si la seule perspective politique, c'était la sensibilisation du plus grand nombre, qui est sans doute un effet résiduel de la foi en la démocratie représentative. On a l'impression que si on ne dépasse pas un certain pourcentage, rien ne se passe, et surtout, c'est encore plus grave, on a l'impression que si on va dépasser ce certain pourcentage de gens sensibilisés, alors l'institution se transformera elle-même par un effet magique de causal de la sensibilité vers l'institution. Et du coup, la parade contre ça, c'est de dire, peut-être que les sensibilités sont déjà largement assez transformées, et qu'il y a tellement de gens qui souffrent de la vie, qui sont obligés de mener par les institutions économiques notamment, et qui sont si frontalement antagonistes à leur sensibilité, à leur désir de nouer des relations différentes avec le vivant. Donc c'est pas un problème de sensibilisation massive, enfin pas seulement, c'est évidemment une composante essentielle dans une stratégie politique complète, mais ça peut pas être le seul horizon, et par contre c'est de trouver le levier politique pour que des marges, des populations même parfois relativement minoritaires en nombre obtiennent un effet. Et donc là, c'est là qu'on vient à ce que tu viens de dire, et qui est, à mon avis, effectivement, on en a déjà parlé, fondamental. C'est que un geste politique d'occupation territoriale, de sabotage de bassines, comme ce qui se prépare le 29-30 octobre, ou leur effet instituant dans un second temps dépendra de comment ils trouvent un écho dans les sensibilités. Et du coup, même si et c'est vraiment l'effet de l'acte sur la répercussion qu'ils trouvent dans des sensibilités, dans des subjectivités qu'ils n'auraient peut-être pas validées avant, qu'ils n'auraient peut-être pas pensé dans ce sens-là, qui n'avaient peut-être pas encore conceptualisé un certain nombre d'inquiétudes, mais qui ont quand même une forme... un début qui ont été malaxés de telle façon que par la situation mondiale, et qui vont du coup accueillir ce geste-là de façon beaucoup plus positive qu'à une époque un peu antérieure. C'est l'effet prise de la Bastille. C'est qu'à un certain moment, il y a un événement ou des séries d'événements qui condensent des aspirations informulées et qui, en fait, les permet de les faire advenir du fait du caractère symbolique ou, si on veut, condensatoire de l'événement, de la mobilisation qu'il provoque. C'est comme un effet de... Parfois on dit que le texte de philosophie réussi, c'est celui qui te donne l'impression de mettre des mots sur quelque chose qui était encore un peu à l'état de représentation. J'allais dire analogique, c'est mon passé de chercheur en sciences cognitives qui se manifeste, et que d'un coup on trouve des mots qui collent particulièrement bien à des choses qu'on sentait de façon un peu informulée. Et là, le geste politique fait ce même effet-là, quoi. Et du coup, c'est en ça que travailler les affects collectifs reste complètement essentiel, évidemment, quoi. Mais pas tant comme un pouvoir causal que comme un réceptacle dans un second temps d'une action politique dont on aura eu l'idée par ailleurs, quoi. On a 1h30 là, donc on fait une dernière question, on arrête là, qu'est-ce que vous... Oui, il y avait... Bon, non, je peux pas vous poser la question épistémologique parce qu'on n'aurait pas le temps, mais je peux juste je sais plus...
t'insistes beaucoup, on en a parlé au début, sur la richesse cognitive qu'apporte une autre manière de se rapporter aux êtres non humains. Et ça, c'est à la fois un fait descriptif. On voit bien que des négociations avec le Pécari et avec la Zibeline, c'est pas le même rapport que simplement juste le trouver, l'abattre. Bon, après, je sais pas si les chasseurs font ça, mais en tout cas, il y a les deux. Sous la forme industrielle. C'est ça qui est intéressant dans cette etc. distinction, c'est qu'elle coupe les catégories. Et du coup, ce qui m'intéresse pour moi, c'est que c'est une sorte de promesse. C'est à la fois descriptif, mais c'est en même temps une promesse, quoi. C'est en même temps un truc qu'on va promettre, mais de manière immanente aux gens. On va leur dire, mais en fait, si vous vivez un peu différemment, enfin, si vous commencez à changer vous convertir votre regard sur un certain nombre de choses, il y a une intensité existentielle nouvelle qui peut apparaître, et c'est un peu comme une sorte de paradis, quoi, enfin, d'arrière-monde, mais qui serait déjà là, quoi, qui serait déjà possible, une meilleure vie, quoi, ensemble. Et ça m'a fait penser à un texte, j'en ai déjà parlé au téléphone, à un texte de Platon, dans le Phédon, qui est très beau. À la fin du Phédon, Platon se demande comment on fait pour faire en sorte que les futurs philosophes fassent de la philosophie, parce que tout le monde ne va pas spontanément être rationnel et l'en faire. Et il dit, on va leur raconter des histoires, on va leur raconter des mythes, et on va leur raconter un mythe en particulier qu'il va falloir se répéter souvent, chaque jour, longtemps, un grand travail idéologique en fait, pour qu'ils aient envie de faire de la philosophie. Et ce mythe, c'est quoi ? Et je le trouve très beau, c'est le mythe de la terre pure. On va leur raconter que si vous faites de la philosophie et que vous êtes rationnel, enfin que vous développez cette raison, vous allez... ce qui viendra après la mort, c'est une autre terre qui est plus pure que l'ancienne terre, toute cassée, toute boueuse, dans laquelle les couleurs, les saveurs, les sons, les diamants sont plus intenses, plus chatoyants et plus vibrants, et l'expérience du corps est différente, puisqu'on ne se baigne pas dans l'eau, mais dans les terres, espèce d'air. On ne marche pas sur la terre solide et désagréable, mais sur des nuages. Et donc, en gros, cette espèce de mythe, qui est une promesse, en fait, de vivre la terre, mais différemment, qui est une promesse... il sait très bien que c'est un mythe, il sait très bien que c'est pas vrai, mais que pousser les gens à aller vers une pratique qui serait plus vertueuse, plus des vertus terrestres, ou des choses comme ça, à travers cette idée d'une terre plus intense à vivre, etc., j'ai l'impression que cette richesse cognitive sur laquelle tu insistes, c'est à la fois descriptif, c'est vrai, effectivement, il y a une richesse cognitive, et en même temps une sorte de mythe immanent, quoi, une sorte de promesse immanente. Ouais, c'est complètement ça, c'est d'appuyer sur des affects positifs, quoi, de faire miroiter pour l'action écologiste des affects qui ne sont pas seulement la peur d'une catastrophe, quoi, mais l'aspiration à... donc voilà, tu remplaces la philosophie par participer à une action des soulèvements de la Terre, et là, les rivières ne sont plus les mêmes. Mais oui, c'est ça, c'est que là, quand même, ce qui domine dans l'opinion publique, c'est l'idée qu'on doit se lancer dans le combat écologiste pour éviter le pire. Et conserver quelque chose qui est parfait, quoi. Et ce quelque chose est si peu parfait que ça semble vraiment délicat de se dire je vais me motiver à agir pour préserver la situation. Alors, et donc c'est en ça que c'est essentiel d'aller chercher des affects beaucoup plus positifs qui aspirent à aller vers du mieux, pas seulement à éviter le pire, et à dire que là un combat d'écologie politique globale qui aspirait à subjectiver les non-humains, à s'en prendre par la même occasion, vu que c'est complètement indissociable à toutes les formes de domination, et aller vers des formes d'organisation politique plus justes, mérite évidemment d'être mené, quand bien même il n'y aurait pas la moindre crise écologique, quoi. Que à la limite on pourrait presque, avec en confinant au cynisme, dire mais c'est presque une chance, quoi, que cette crise écologique potentialise ces affects collectifs-là pour nous mettre en mouvement et pour aller vers du mieux, quoi. Mais il ne s'agit pas du tout de maintenir et donc insister sur l'intensité de vie que procureraient des systèmes semi-institutionnalisés de subjectivation des non-humains. Et on en parle peu dans le livre, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur par ailleurs, l'idée de ritualisation, de rituels au second degré qui se construisent sur des pratiques de subsistance qui tiennent compte de l'intérêt des non-humains, que tout ça donne une richesse de vie qui mérite pour laquelle il est complètement légitime et souhaitable de lutter, combien même il n'y aurait pas de catastrophe en cours, quoi.
Mais c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question des récits, c'est-à-dire sur le façonnement de l'imaginaire. Et lorsque j'évoquais l'animisme en disant que c'est pas un dogme, c'est pas une croyance, c'est pas un système d'idées qui est transmis par inculcation, c'est quelque chose, c'est un système d'inférence qui se construit à partir des récits que l'on entend. Et effectivement, des nouveaux récits sont absolument indispensables aussi pour façonner ces petits déplacements. Et je pense que le cinéma a joué un rôle, et joue un rôle déjà. Un film comme Avatar, par exemple, ou Princesse Mononoke, a eu des effets importants. Je l'ai vu lorsque des gens m'ont dit « Ah oui, ça me rappelle beaucoup ce que tu écris sur les hachoirs », des choses comme ça. J'espère que tu parles de Princesse Mononoke et pas d'Avatar. Les deux, en fait. On m'a dit les deux, et à chaque fois, au fond, c'était la même réaction, c'est-à-dire que tout d'un coup, un monde d'anticipation ou de légende devient quelque chose qu'on peut s'approprier pour se projeter dans un futur différent. C'est un peu triste de finir sur la fin. Oui, j'ai juste du coup une prolongation de ça. C'est au niveau de l'anthropologie, d'une certaine manière, c'est le passage que vous faites entre la conception clastrienne, de Pierre Clastre, de la société contre l'État et qui en fait serait structurée négativement par une anticipation, conjuration de l'État qui va arriver, qui encercle déjà et qui en font une espèce de représentation projective et paranoïaque de comment les structures sociales sont constituées, avec toujours cette menace d'un État qui arrive, qui est sous le... Et ce que vous dites, y compris dans le livre, mais un peu partout, c'est que, oui, c'est intéressant de se représenter les choses comme ça, et effectivement, il y a des mécanismes anti-État, mais vous rajoutez quelque chose, et peut-être je vous laisse le dire vous-même, c'est-à-dire vous rajoutez l'espèce de positivité de ces formes de vie propres, sans État. Oui, bien sûr. Je pense que Classe n'a fait qu'une partie du chemin, d'une certaine façon, lorsqu'il a imaginé que le chef sans pouvoir ou la guerre étaient des formes de lutte contre l'émergence d'institutions qui n'étaient pas imaginables d'une certaine façon. Donc il y a un côté téléologique dans ce genre d'explication qui m'a toujours mis un peu mal à l'aise. Mais il a quand même eu le mérite d'essayer de penser le politique indépendamment de la forme État qui était depuis au fond Platon et en passant par des grands exemples comme Machiavel, Baudin, Hobbes, etc. La forme la plus traditionnelle et classique en Europe pour penser le politique, c'est-à-dire toujours comme une sorte de grande révolution autour de cette planète centrale, de ce soleil qui était l'État. Et donc cet effort est important, je pense. Mais on peut aussi essayer de penser absolument, non pas sous la forme d'une conjuration de l'État, mais d'une indépendance complète, ou bien d'un système d'interaction, comme on le disait tout à l'heure, de politiques qui sont à la manière d'un tissu conjonctif, avec des transformations occasionnelles, des formes de structuration. Parce que, pour revenir à l'Asie du Sud-Est, ces sociétés périphériques de la Zomia, c'était des sociétés hiérarchiques aussi, c'était des sociétés que j'appelle analogistes, c'est-à-dire c'était pas des sociétés sans État au sens de classe, c'était des sociétés dans lesquelles il y avait des structures assez clairement définies, il y avait souvent une collecte des impôts, il y avait des hiérarchies aristocratiques, il y avait quelquefois même des petites royautés, des choses comme ça, donc c'était au fond des satellites qui essayaient de conserver leur indépendance vis-à-vis d'États centraux. Peut-être que c'est le dernier livre de Graeber et Wengrow qu'apporte la complémentarité, c'est qu'au lieu de voir un État unifié contre lequel on lutte, c'est éclaté en un ensemble de petites stratégies pour lutter contre l'accaparement du pouvoir politique, contre les déséquilibres économiques, et c'est pas une image subsumée de l'État, et ça semble beaucoup plus plausible et hyper intéressant de se dire que c'est
contrairement à ce que prétendrait par exemple un scénario évolutionniste, ou de dire non, mais la délégation du pouvoir à une entité séparée, c'est complètement spontané, c'est tellement dans la nature humaine qu'on ne peut pas y échapper, il montre que non, ça a été beaucoup plus classique dans les formes politiques qui ont été testées par les sociétés humaines au cours de l'histoire et qui sont multiples et compris de multiples formes. Dans un premier temps, quand on sentait poindre l'émergence d'un pouvoir séparé ou de formes de déséquilibre économique, trouver des formes institutionnelles pour lutter contre, et y compris contre les différences de charisme, les petits systèmes semi-institutionnalisés ou de chez des peuples d'Amérique du Nord où on va se moquer des bons chasseurs, ou éviter toutes les formes d'inégalité, qu'elles soient économiques, politiques ou individuelles, et qu'en fait cette dynamique-là est extrêmement spontanée, quoi, dans un groupe égalitaire, de se doter d'institutions pour juguler l'apparition des inégalités, est finalement beaucoup plus spontanée que celui qui serait de déléguer spontanément tout son pouvoir politique à une entité séparée. Et donc là on n'est plus une lutte générale contre une image hypostasiée de l'État, mais plein de petites luttes contre toutes les formes d'inégalité et de domination, quoi. D'où le plaidoyer qu'on fait pour la multiplication des systèmes de valeurs, c'est-à-dire d'appréciation de la grandeur individuelle. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences individuelles, y compris dans les sociétés égalitaires. Il y a des gens qui parlent mieux, il y a des gens qui sont meilleurs chasseurs, qui sont plus beaux, plus gracieux, etc., qui sont capables d'emporter l'adhésion lorsqu'ils parlent, qui ont du charisme. Et simplement, les mécanismes qui permettent de multiplier les formes d'évaluation sont une forme de, j'allais dire, de nivellement, non pas de nivellement, d'égalisation au fond des différentes qualités, parce que c'est sur d'autres qualités qu'on pourra juger d'autres personnes qui n'ont pas ces dons-là. Voilà. Contrairement à l'axe unique de la valeur marchande qui nivelle toutes les formes d'évaluation aujourd'hui, une grande hétérogénéité territoriale et une grande hétérogénéité des modes d'organisation politique permet cette diversité-là des jeux de valeurs incommensurables les uns aux autres, quoi. Il n'y a plus des gagnants et des perdants dans l'absolu, c'est plus possible vu qu'il y a tellement d'axes qu'il est plus possible d'écraser les uns sur les autres, quoi. Et bon, alors j'avoue, je fais une dernière question. Mais du coup, ce que vous venez de dire me permet de vous poser la question que je voulais vous poser, qui est celle d'une mutation de l'anthropologie qui se déplace. Ce que j'ai proposé de dire, c'est que ça se déplace du concept d'ethnos. On étudierait des peuples, des nations, voilà, dans une perspective qui pourrait être instituée et liée à un État peut-être même, et à l'éthos, les comportements, les attitudes, les gestes, les techniques, mais interpersonnelles, les tactiques du quotidien, si on veut. Et est-ce que on passerait pas d'une anthropologie tournée sur l'homme en tant qu'ethnos, en tant qu'il vient d'un peuple avec des mœurs, une culture, à une anthropologie tournée non même plus sur vraiment l'homme, mais sur les comportements, qu'ils soient animaux ou humains, ou même peut-être même non humains et non animal, peut-être même des comportements de la matière, bon, c'est une sorte d'éthologie, description éthologique de ce qui est. C'est l'anthropologie que j'appelle de mes voeux, que depuis des années j'essaye de propager. C'est, au fond, le pionnier, enfin il y a plusieurs pionniers, mais il y a un grand pionnier en la matière, c'est Gregory Bateson, qui n'a cessé de proposer effectivement une étude. Il l'a fait dans sa carrière personnelle, puisqu'il a commencé comme ethnologue. Il a mis en évidence quelque chose qui est fondamental dans l'étude des comportements, qui est la schismogénèse, c'est-à-dire le fait que des comportements vont se stabiliser par du fait d'une volonté de se mettre établir une différence, de se distinguer par rapport à un autre individu dans des situations particulières. Il a étudié ça en Nouvelle-Guinée, donc c'est véritablement un cas dans lequel une étude ethnographique d'un rituel a permis de mettre en évidence un phénomène beaucoup plus général. Puis il a fait ça ensuite en faisant de l'éthologie précisément, de la psychiatrie, etc. Donc c'est malheureusement très très difficile maintenant pour un individu, étant donné la somme des connaissances, de pouvoir faire ce que Bateson a fait, c'est-à-dire au fond se mobiliser
spécialisés dans des champs de savoir très très différents, mais j'ai toujours aspiré à ce que soit créé un grand institut du comportement qui ne serait pas behavioriste justement, mais qui permettrait de mettre sur un même plan, comme vous l'avez dit, l'étude bien sûr des rapports entre humains et non humains, mais aussi les formes de comportement des plantes, des animaux, de la matière, etc. Qui serait une science des interactions. L'écologie, c'est ça au fond, hein, c'est une science des interactions des êtres dans des milieux. Et oui, bien sûr, c'est l'anthropologie désanthropocentrisée et déseurocentrée à laquelle j'aspire et que j'essaye de propager par tous les moyens. Une éthologie transcendantale, même si... Alors transcendantal, c'est un peu compliqué, on peut discuter longuement de savoir, à partir du moment où il y a un observateur qui a un point de vue relativement objectivant, on peut dire qu'elle est transcendantale au sens kantien, mais bon, elle n'est pas transcendantale si on considère que les différentes formes de comportement sont placées dans un champ immanent dans lequel il n'y en a pas qui soit dominant par rapport à d'autres.